Bonjour Nathalie Kosciusko-Morizet. Bonjour. Volonté d'humilier, instrumentalisation politique de la justice, acharnement judiciaire. Est-ce que Nicolas Sarkozy en a fait trop hier soir sur TF1 ? Je crois pas. Je crois qu'il a dit les choses comme il les sentait et comme il avait envie de les dire aux Français, surtout. Euh, il sortait d'une procédure qui juge injuste, manifestement inutile. À quoi ça sert de mettre Nicolas Sarkozy en garde à vue alors qu'il aurait naturellement répondu à toutes les convocations ? À quoi ça sert de faire traîner cette garde à vue 15 heures pour finalement le présenter au juge à 2 heures du matin ? Est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est ordinaire ? Ce que Nicolas Sarkozy a dit hier, vous l'avez entendu comme moi, c'est qu'il n'est pas au-dessus des lois. Euh, il est un citoyen ordinaire au regard de la loi, mais il n'est pas en dessous non plus. Il a des devoirs, il a des droits, il a le sentiment que ces droits n'ont pas été totalement respectés. Il a le sentiment qu'il y a eu une mise en scène, tout simplement, un peu de justice cinéma, et je crois qu'on peut tous en convenir. Acharnement de la part de la justice ou acharnement de la part de l'exécutif ? Ah, vous posez une question sensible, difficile. Moi, je ne sais pas s'il y a un cabinet noir à l'Élysée. Je ne sais pas. Je ne vais pas accuser l'existence d'un cabinet noir, même si évidemment il y a des indices concordants, comme on dit. Mais je sais une chose, plusieurs même objectives. Christiane Taubira, aujourd'hui garde des Sceaux, a menti sur cette question des écoutes. Elle a menti aux Français. Elle leur a dit qu'elle ne savait pas, qu'elle n'était pas informée, tout en brandissant. C'était un acte manqué étonnant. Sur la date de la connaissance qu'elle a eu des écoutes. Oui, enfin, vous savez, le premier mensonge entraîne les autres. Elle était informée, contrairement à ce qu'elle a dit. Et très probablement le ministre de l'Intérieur et le président de la République aussi. Qui peut penser le contraire ? Être informé, ça veut dire être informé qu'il y avait des écoutes sur Nicolas Sarkozy qui est appelé par toutes les personnalités politiques de l'opposition. Donc ça veut dire être beaucoup informé de ce qui se passe dans l'opposition. Ça pose quand même un problème majeur dans une grande démocratie. Bon, et puis, il y a une autre chose dont je suis sûre, encore une fois, je ne peux pas affirmer qu'il y a un cabinet noir à l'Élysée, mais je suis sûre que tout ça, ça sert bien à balader les Français. Parce que, pendant qu'on parle de la question de savoir si Nicolas Sarkozy serait intervenu, ce qu'il dit ne pas faire sur des écoutes qui n'ont pas été publiées, elle serait intervenue pour un poste à Monaco de quelqu'un qui de toute façon l'a pas eu. Bref, tout sujet passionnant. Pendant ce temps-là, on parle pas de l'explosion du chômage, on parle pas de la situation de la France, on parle pas de toute une génération de jeunes entrepreneurs français qui a envie d'aller créer sa boîte ailleurs. On parle pas de ce qui est en train de se passer en vrai et qui touche au cœur de l'avenir de la France et des Français. Nathalie Kosciusko-Morizet, est-ce qu'il faut dessaisir la juge Claire Thépaut, l'une des deux juges qui a mis en examen Nicolas Sarkozy, au motif qu'elle appartient à un syndicat classé à gauche ? C'est ce que dénonce notamment Guillaume Pelletier de l'aile droite de l'UMP, de la droite forte. Vous savez, moi je trouve qu'il aurait été souhaitable en fait qu'elle se déporte elle-même, tout simplement. Là aussi, il faut regarder les choses calmement, sereinement. On n'a pas à être jugé par ses amis. Le juge, c'est pas un ami. Pas à réclamer d'être jugé par un ami politique. Et elle, c'est une ennemie de Nicolas Sarkozy ? Mais justement, j'y viens. C'est pas le sujet. Mais en revanche, quand on arrive devant la justice, on est en droit de réclamer l'impartialité et tout simplement qu'il n'y ait pas de doute, qu'il n'y ait pas de soupçon. On n'a pas à être jugé par ses amis, mais c'est inacceptable, inimaginable de pouvoir être jugé par ses ennemis. Or, cette juge s'est associée à un mouvement qui est devenu un mouvement politique pendant la campagne, qui a appelé à voter contre Nicolas Sarkozy. Voilà, c'est un engagement. Elle a pris un engagement, c'est une réalité. Et moi, je trouve que l'idéal aurait été tout simplement qu'elle se déporte comme on peut le faire. Vous demanderiez la même chose à un policier, membre du syndicat Alliance, qui est lui plutôt proche de la droite, qui a longtemps été proche de Nicolas Sarkozy. Il faut interdire la possibilité de se syndiquer à tous les fonctionnaires. Vous savez, il y a les policiers, ils agissent de manière collective et derrière, c'est pas eux qui jugent, ils instruisent. Il y a une instruction qui se fait de manière collective, ce sont les juges qui jugent. Donc on est quand même dans la partie la plus sensible de l'affaire. Mais oui, moi je crois que chacun est en droit d'être confronté quand il est face à l'administration
aux institutions et en particulier sur ces sujets, des sujets aussi sensibles que la question de la justice. Encore une fois, de la justice, on attend tous l'impartialité totale. Je renvoie chacun à ce qui peut être son expérience personnelle, quels que soient les sujets auxquels on est confronté. Regardez, dans les divorces, si vous y avez été confronté, si vous en avez entendu parler autour de vous, chacun se pose la question de savoir s'il y a un vrai conflit avec la personne, avec le conjoint avec lequel on divorce, si le juge va être impartial. C'est un sujet qui revient, c'est un sujet bien naturel. On se demande si on préfère avoir un homme, si on préfère avoir une femme. L'expérience personnelle de la justice, elle est là. Est-ce que je vais vraiment choisit pas son juge complètement d'instruction. juge en droit? Non. Ce que je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas à choisir, il n'y a pas à demander que ce soit un ami, mais on peut légitimement espérer, souhaiter que ce soit pas quelqu'un qui ait pris des positions politiques contre soi. Je trouve que je trouve qu'il y a Chacun devrait être de droite ou de gauche, quelle que soit la sensibilité politique et quel que soit le regard qu'il porte sur Nicolas Sarkozy, qu'on n'est pas obligé d'apprécier ni à titre politique ni à titre personnel. On devrait se sentir concerné par ça parce que la justice, c'est le bien commun de chacun. Et moi, je suis frappée de voir comment une certaine gauche évolue. On a le sentiment parfois un peu dans l'agressivité, dans l'aveuglement politique vis-à-vis de Nicolas Sarkozy, comme si les principes généraux, les principes qui doivent s'appliquer à tous, ne devaient pas s'appliquer à lui. Moi, je ne demande pas aux uns et aux autres de trouver qu'il est l'homme de la situation politique. Chacun peut avoir son point de vue sur le sujet. Je ne demande pas que les uns et les autres l'aiment. Je demande tout simplement que les principes soient les mêmes pour tout le monde. Et je pense que c'est notre richesse à tous, partager ça. Est-ce que vous avez encore un doute ce matin sur le retour de Nicolas Sarkozy en politique après ces formules utilisées hier? Et est-ce qu'on peut revenir en politique quand on est triplement mis en examen, dont une mise en examen pour corruption active? Alors, vous voyez, moi, j'irai faire aucun pari là-dessus, sur le retour ou pas de Nicolas Sarkozy. Il vous en a pas parlé ces derniers jours? Il dit, si. Il vous a reçu ces derniers jours? Pour me dire avec une grande constance qu'il avait besoin de son été. Il voulait son été pour réfléchir. Et je crois vraiment qu'il a envie de ce temps de recul. Vous savez, c'est des choix très personnels, c'est très engageant, c'est des choix de vie au-delà de toute question politique. Et moi, je le crois vraiment quand il dit qu'il ne prendra sa décision personnelle que pendant l'été. En revanche, je suis sûre d'une chose, politique, connaissant son tempérament, tous ceux qui souhaiteraient, imagineraient l'écarter en cherchant à le décourager en quelque sorte, en cherchant à l'abattre par une multiplication de procédures. Alors je pense que ceux-là font un mauvais calcul parce qu'il est plutôt d'un tempérament à faire face dans l'adversité. Nicolas Sarkozy, vous voyez, il n'est pas tellement du genre à fuir ça. Est-ce qu'il vous a proposé lors de cet entretien récent, comme on a pu le lire dans la presse, un ticket avec lui pour la présidence de l'UMP? Non, on lit des choses dans la presse. C'est faux? Mais monsieur, Nicolas Sarkozy, il n'a pas décidé. Il a dit qu'il déciderait pendant l'été. Il n'est pas en train de faire des propositions c'est envisageable, aux uns et aux autres. Et vous savez, moi j'ai déjà eu l'occasion de le dire, je vous le redis ici. Oui. Pour moi, au-delà de toute l'amitié que j'ai pour Nicolas Sarkozy, la question de son éventuel retour, elle pose d'abord la question de la ligne politique. Quelle serait la ligne politique? Revenir pour faire quoi? La politique, c'est bien sûr une question de personne, parce que c'est une question de tempérament, parce que on sait qu'il faut avoir le tempérament, l'envie, le doigté, le désir de mettre des choses en place, surtout en situation de crise dans laquelle est la France. Donc bien sûr, il y a une dimension de tempérament, mais il n'y a naturellement pas que ça. Il y a une question de ligne. Et donc la question, pour moi, préalable, ce sera sur quelle ligne? Mais vous dites pourquoi pas? Pourquoi pas un ticket? Sur quelle ligne, c'est pour faire quoi? Pourquoi pas? Mais attendez, c'est une question qu'il ne m'a pas posée. Que vous me posez. Je vous la pose, oui. Je veux dire, je suis sensible à votre question. Vous voulez que je fasse un ticket avec vous, qu'on anime France Inter plutôt avec ensemble? Nicolas Sarkozy. Je vais pas être terrible pour animer France Inter. C'est pas du tout mon métier. Moi, j'ai fait ingénieur. Vous savez, j'ai pas, quel que soit le respect donc, si et l'intérêt que j'ai pour votre profession. Donc, si Nicolas Sarkozy vous propose un ticket, vous dites pourquoi pas si la ligne est bonne. Je ne répondrai donc pas à votre offre. Pourquoi pas si la ligne est bonne? Je dis que la question préalable avant tout retour et en dehors de toute considération personnelle est une question politique. Sur quelle ligne pour faire quoi? Et avant de filer au standard de France Inter, une toute petite question, Nathalie Kosciusko-Morizet, sur l'affaire Big Malion. Hier, Nicolas Sarkozy a affirmé qu'il n'y avait jamais eu de double facturation ni de surfacturation de sa campagne de 2012. Qui ment, Nicolas Sarkozy ou Jérôme Lavrieux?
Poser la question comme ça, pour moi, c'est y répondre. C'est-à-dire? Je vais être très précise sur ce sujet. Les choses, elles ont un prix. Tout a un prix. Un meeting aussi. Alors pour un meeting, c'est un peu plus compliqué parce qu'un meeting, c'est composé de la location de la salle, de matériel audio et vidéo qui peut être plus ou moins sophistiqué. Mais enfin, ces choses-là ont un prix. Moi, quand je lis dans la presse les prix facturés par Migmalion, les prix de leur double facturation, là, les prix supposés être ceux des meetings, je dis c'est pas possible. Je sais ce que coûte un meeting. J'en ai organisé dans la campagne de Paris, vous l'avez rappelé. Vous voyez, pour donner des idées, des notions, des références à nos auditeurs, dans la campagne de Paris, le meeting le plus cher qu'on ait fait, c'est le meeting du Cirque d'hiver. Le Cirque d'hiver, c'était 2500 personnes assises, un beau meeting avec tout le matériel audio, vidéo, tout compris, et c'est un meeting à Paris. Donc à Paris, les salles sont plus chères, 80 000 euros. Je veux bien imaginer que si vous prenez plus tard, si vous mettez du matériel son un peu plus, ça vous fasse 20% de plus. Mais c'est pas vrai que ces choses-là peuvent atteindre des 300 000, des 400 000. Voilà, les choses ont un prix. Et donc, quand je vois certains des chiffres qui ont été affichés par cette société, je trouve pas que ça corresponde à des choses possibles, à des Donc choses pour réelles. reposer la question de départ, entre Nicolas Sarkozy et Jérôme Lavrieux, la version qui ne vous semble pas conforme à la vérité, c'est celle de... Donc, comme Nicolas Sarkozy l'a dit hier, même nombre de meetings que François Hollande, Oui. affiché, je crois, il a dit hier 13 millions pour lui, 9 millions pour François Hollande. Pour l'organisation des meetings dans la donc, campagne. Donc plutôt déjà des comptés plus chers pour Nicolas Sarkozy, tout ça vérifié par le Conseil constitutionnel. Imaginez aujourd'hui qu'il y ait 17 millions de cachets dans les meetings, c'est-à-dire que les meetings coûtaient plus de 2 fois plus cher que ce qui est affiché. Moi, je ne crois pas que ce soit possible. Donc c'est la version de Jérôme Lavrieux que vous ne croyez pas, très clairement. Clairement. Très clairement. Frédéric nous appelle de Pau. Bonjour Frédéric, vous êtes en direct sur France Inter. NKM attend votre question. Oui, bonjour à tous, bonjour madame. Madame Kosciusko-Morizet a en partie répondu à la question que je posais et que tous ceux qui ont mené campagne en France comprendront. Je voulais lui demander si au cours de ces nombreuses campagnes électorales, il lui était arrivé incidemment, par hasard, de s'intéresser à ces comptes de campagne et de les vérifier parce qu'apparemment ce n'est pas le cas de tout le monde. Voilà, avez-vous vérifié ou jeté un œil au compte de campagne de Nicolas Sarkozy? La qualité du son n'est pas très bonne. Merci Frédéric. C'est pas ça qu'a demandé Frédéric. Parce que... Ah si, je crois. Non. Non, alors pardon, j'ai mal entendu, allez-y. Vous avez pourtant un casque sur les oreilles et moi je l'ai pas. Frédéric m'a demandé si pendant mes campagnes électorales, il m'était arrivé de m'intéresser à mes comptes de campagne. Ah pardon. Et oui Frédéric, je me suis intéressée à mes comptes de campagne. Vous voyez, par exemple, je connais le prix des meetings parisiens pour la campagne de Paris. Ceci dit, il faut bien être conscient qu'une campagne présidentielle, c'est un travail absolument gigantesque. Et moi, je suis pas très surprise quand on dit que Nicolas Sarkozy ne suivait pas de très près la question financière. Il y avait un trésorier, il y avait une équipe. Je vois pas Nicolas Sarkozy validant non plus tous les jours des devis. À votre connaissance, il n'a jamais été alerté pendant la campagne d'un dépassement de ses comptes? À ma connaissance, non. Mais non. À la vérité, un candidat en campagne, moi, ma façon de faire comme candidate en campagne, c'est d'avoir un petit rapport toutes les semaines sur on en est où, est-ce que ça va, est-ce qu'on est bien dans les clous, mais on rentre pas non plus dans le détail des devis. En revanche, le rôle du trésorier, il est bien d'alerter s'il y a un risque de dépassement ou s'il y a des choix à faire, parce que tout n'est pas possible dans une campagne compte tenu des limites données au financement. Au Standard Inter, Nathalie nous appelle de Paris. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour. Bonjour. J'appelle parce que je suis particulièrement choquée par les références à l'appartenance syndicale d'une des juges. En France, il y a un principe qui s'appelle la liberté syndicale, qui n'a rien à voir avec l'exercice de l'activité exercée. Donc, invoquer en permanence cette appartenance syndicale et affirmer qu'elle aurait dû se dessaisir, ça revient à interdire à un salarié, un professionnel, fût-il juge, d'exercer son activité. En droit français, je précise que je ne suis pas magistrate, en droit français, ça s'appelle de la discrimination syndicale. C'est un délit qui est jugé devant les juridictions pénales et qui est passible d'une peine de prison. Encore une fois, il faut faire attention à ce qu'on dit. La liberté syndicale, c'est très important et ça n'a pas de rapport avec l'activité exercée. Comme si on demandait à n'importe quel salarié, au nom de son appartenance syndicale, de ne pas exercer telle ou telle tâche. Je vous remercie. Merci à vous, Nathalie. La réponse de Nathalie Kosciusko-Morizet. Nathalie, moi, je crois que ça n'a pas de rapport. D'abord, c'est pas tous les jours
qu'on juge Nicolas Sarkozy. Donc quand vous dites ça revient à interdire à un magistrat d'exercer son activité, non, la question se pose finalement rarement, je le crois, d'avoir face à face quelqu'un qui est mis en cause et un juge qui, à un moment, a eu une expression publique contre le candidat. Parce que là, il ne s'agit pas seulement de l'appartenance syndicale, c'est pas ça le sujet, c'est que cette personne, ce juge, a eu à un moment une expression publique, politique, contre Nicolas Sarkozy pendant la campagne présidentielle. Donc on est dans une situation vraiment un peu particulière. Il ne s'agit naturellement pas de la mise en cause de l'appartenance syndicale en général, mais d'une situation dans laquelle, de manière évidente, la juge avait un engagement politique vis-à-vis de Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire contre. Thierry, en Indre-et-Loire, bonjour, bienvenue sur France Inter. Votre question à Nathalie Kosciusko-Morizet qui vous écoute. Oui, bonjour. Mais écoutez, je voulais savoir si sincèrement elle pourrait nous dire le fond de sa pensée, à savoir est-ce qu'elle pense que M. Sarkozy aurait été mis en examen si la droite et ses amis de l'UMP avaient été en situation de responsabilité. D'abord Thierry, en général, je dis assez sincèrement le fond de ma pensée, même si très souvent ça me joue les tours, parce qu'en politique ça se porte assez mal. Est-ce qu'il aura été mis en examen si la droite avait été au pouvoir ? Vous renvoyez à la question tout à l'heure du cabinet noir à l'Élysée, sur laquelle j'ai dit très clairement que moi je ne savais pas. Je ne me prononçais pas parce que je trouve que c'est tellement grave sur ces sujets que quand on n'a pas de preuves, moi je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une instrumentalisation politique de la justice, autrement dit ? Est-ce qu'il y a eu une impulsion politique à un moment ? Je ne me permettrai pas de dire ça. Je suis sûre qu'il y a eu une information des politiques par la justice, ça a été prouvé. Christiane Taubira avait dit qu'elle n'était pas au courant, elle était au courant. Je suis sûre que Manuel Valls était au courant des écoutes et du reste. Je suis sûre que François Hollande est au courant des écoutes et du reste. Donc que l'information soit remontée des écoutes vers le politique, ça j'en suis sûre. Est-ce que le politique à un moment donne une impulsion ? Évidemment, il y a des indices qui peuvent le laisser penser. Quand on voit qu'il y a une multiplication de procédures très médiatiques, à chaque fois que Nicolas Sarkozy parle de revenir ou d'intervenir dans la vie politique, on peut le penser, on peut se dire qu'il n'y a pas de hasard, mais voilà, il faut le prouver après. Mais quand même, Bernard Guetta. vous avez des formulations qui sont assez étranges, parce que je ne me permettrai pas de dire qu'il y a un cabinet noir à l'Élysée. Vous le répétez, je crois, 3 ou 4 fois depuis 8h20. Mais si vous ne le savez pas, arrêtez d'en parler. Non, Bernard Guetta, vous savez bien, voyez bien le sujet, je viens de le dire d'ailleurs, voyez bien le sujet, il y a une concordance qui est quand même troublante. À chaque fois que Nicolas Sarkozy parle de revenir en politique ou qu'il en est question, que vous avez des affaires qui sortent. Bon, ça c'est la première chose. On peut croire au hasard. Les affaires existaient avant sa retraite politique. On peut croire, oui, mais on peut croire surtout au hasard, mais on peut aussi légitimement s'interroger. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a quand même une garde des Sceaux qui a dit qu'elle n'était pas au courant, tout en brandissant un papier qui montrait le contraire. Donc là aussi, on peut s'interroger. Quelle urgence à expliquer qu'elle n'était pas au courant, tout en faisant la démonstration du contraire. Diligentée par la justice, c'est tout à fait normal. Oui, bah, pourquoi est-ce qu'elle dit le contraire ? Peut-être. Bah oui, mais enfin, vous ne trouvez pas ça louche, il faut le lui reprocher. Non, mais attendez. Je lui reproche d'ailleurs. Très bien, parfait. Mais de là à dire... à employer cette formule. Je ne sais pas s'il y a un cabinet noir, mais c'est bizarre. Parce que le terme instrumentalisation politique de la justice peut recouvrir des réalités différentes. Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il y a des politiques qui sont informés au courant et qui prétendent ne pas l'être. Ça, c'est sûr. Ça, c'est avéré. C'est très différent. Oui, c'est ce que je vous dis. Il y a la question de savoir si l'information remonte, ou la question de savoir si c'est une impulsion politique qui est donnée. Que l'information est remontée, contrairement à ce qu'avait dit la garde des Sceaux, c'est une évidence. Qu'il y ait un doute sur l'impulsion politique, c'est une évidence aussi. En tout cas, c'est un doute légitime. C'est un doute légitime. Vous pouvez pas l'avoir. Mais pas de preuves. Mais c'est un doute légitime. Les preuves en la matière, elles sont toujours un peu difficiles à obtenir. On n'est pas caché dans le bureau du président de la République. Et nous non plus. Pascal, en Seine-Maritime, bonjour et bienvenue sur l'antenne. Oui, bonjour à France Inter, bonjour Madame Kosciusko-Morizet.
Voilà ma question. Écoutez, depuis hier, donc je suis l'actualité de près, comme beaucoup d'entre nous. L'intervention de M. Sarkozy qui pointe du doigt exclusivement les politiques de gauche. Est-ce que éventuellement, et il ne pourrait pas se poser la question comme je me la pose moi, est-ce qu'éventuellement ses concurrents à la présidence de l'UMP ne sont pas aux ficelles derrière, aux manettes, quoi, dans toute cette histoire? Peut-être pas que la gauche, quoi. Alors, Long soupir de Nathalie Pascal, non, non, Kosciusko-Morizet avant de non, vous mais répondre, Pascal. c'est une question pertinente qui est jusque dans sa propre famille politique, des gens qui, dans le secret de leur cœur, se réjouissent. Alors ça, c'est bien possible, hein. On sait bien qu'en politique, vous savez, on a ses plus virulents ennemis dans son camp. Et moi, j'en ai fait l'expérience encore récemment. Donc voilà, ça c'est une réalité, c'est une vérité. Après, qu'il puisse être à l'origine d'une énonciation, procédure, moi je crois pas, je veux pas croire et je vois pas Il comment. n'y a pas de cabinet noir à l'UMP. Et je vois pas comment. Bon, sur ce sujet-là en particulier, non. Après, qu'il y ait des choses un peu noires à l'UMP, on en a eu récemment l'écho. Donc. Sarah Guibaudot qui suit notamment cette ou ces affaires Sarkozy pour France Inter. Oui, ce qu'on entend dire dans le monde judiciaire, pour revenir sur la question de l'instrumentalisation politique, et chez des magistrats de droite comme de gauche, c'est qu'il y a quand même aujourd'hui peut-être moins de pression, plus de liberté d'action laissée au parquet. Et puis par ailleurs, une remarque que je voulais faire par rapport à cette juge qui est aujourd'hui la cible de Nicolas Sarkozy parce qu'elle appartient au syndicat de la magistrature, c'est qu'il avait aussi demandé le dessaisissement du juge Gentil à Bordeaux, qui n'est pourtant pas de gauche, et qu'il y a quelques années, c'est le juge Van Ruymbeck, dont l'appartenance politique est assez mystérieuse, qui était aussi accusé de cibler Nicolas Sarkozy. Donc, est-ce qu'il n'a pas un problème avec la justice en général dès qu'elle s'intéresse à lui? D'abord, vous parlez de ce qu'on entend dire dans les milieux judiciaires. On entend dire bien des choses. Par exemple, on entend aussi beaucoup d'avocats qui sont choqués d'imaginer qu'on ait pu entendre pendant des mois quelqu'un sans fait générateur évident, comme ces écoutes, c'est comme un filet dérivant, vous voyez, qui passe dans votre vie. Imaginez, on vous écoute pendant des mois, pendant un an sur votre téléphone, on va en entendre des choses, enfin je l'espère, sinon la vie est trop triste. Il y a des avocats aussi qui sont choqués qu'on ait pu entendre les conversations d'un client avec son avocat, ce qui n'est pas ordinaire. Pire que ça, on a su depuis hier qu'on avait entendu écouter les conversations d'un avocat avec son bâtonnier. Là aussi, c'est pas ordinaire. Donc, je veux dire, dans le milieu judiciaire, il y a débat en ce moment, il y a ébullition, mais on entend aussi des personnels du milieu judiciaire qui sont choqués par tout ce que je viens de dire et qui d'ailleurs ont été surpris qu'on puisse imaginer placer en garde à vue l'avocat de quelqu'un, de telle sorte qu'il ne puisse pas avoir accès à son avocat pendant sa propre garde à vue, puisque son avocat a été placé en garde à vue. Tout ça fait débat à l'intérieur du milieu judiciaire. Après, sur la question des juges, encore une fois, moi je trouve que chacun peut comprendre, je pense, moi je le comprends, en tout cas moi je le sens comme ça, quand on se retrouve devant la justice, on a envie d'être sûr que la personne est en toute impartialité. Et le fait d'être face à quelqu'un qui s'est exprimé par le passé politiquement contre soi n'est pas quelque chose dont on a envie. Encore une fois, on n'a pas à demander à être jugé par ses amis, mais c'est inacceptable d'être jugé par quelqu'un qu'on pense être son ennemi. Mais même si on ne veut pas rentrer dans cette question-là de savoir si la juge est adhérente au syndicat de la magistrature et tout, les 15 heures de garde à vue avec la présentation au juge à 2 heures du matin, est-ce que vous ne trouvez pas, vous qui êtes spécialiste du secteur, qu'il y a un petit côté justice-spectacle, quoi? Voilà, Oui, et là, mais- Sarah Guibaudot va garder son devoir de réserve pour ne pas répondre. Non, vous voulez répondre, Sarah? Non, mais Je récemment, réponds, Claude laissez-la Guéant, s'exprimer. Isabelle Balkany ont aussi connu la garde à vue. C'est malheureux. Enfin, alors on peut le regretter, mais c'est le sort réservé à la plupart des suspects aujourd'hui. Alors dans Et ce on va cas-là, s'arrêter là, si vous voulez bien. J'entends bien, mais la nécessité d'une présentation au juge à 2 heures du matin, franchement. mais les juges savent aussi que Nicolas Sarkozy est celui qui a fait fuiter l'annonce qu'il allait être convoqué cette semaine. Alors peut-être qu'elles se sont dit, si on le reconvoque demain ou dans quelques jours, il y aura de toute façon
façon toutes les caméras devant le pôle financier. Stratégiquement, c'était difficile. Je pense mais il y pas que avait ce soit d'autres Nicolas choix possibles. Sarkozy qui convoque les caméras devant le Oui, c'est une palais de pratique justice courante, hein. quand il y entre. Oui, mais, enfin, en général, c'est pas la personne qui est convoquée au palais de justice qui convoque les caméras pour être filmée entrant dans le palais de justice, parce que Non, c'est pas c'est les pas une meilleures image, images de vous dont vous avez voilà. envie. Hein. Merci à vous, Nathalie Kosciusko. Merci à vous. Morizet, je vous demande pas si vous regarderez le match France-Allemagne demain sur l'un des écrans géants mis à disposition de la maire de Paris, Anne Hidalgo, notamment de Moi, l'hôtel je de me suis ville. beaucoup battue pour qu'il y ait Oui, ces très- écrans géants. Oui. Je trouvais qu'il les fallait depuis le début. J'aimerais qu'ils soient vraiment géants. Parce Oui, ils que sont un peu petits, hein, les Parisiens s'en j'étais plaignent, mais là, ça lundi n'intéresse que les pour Parisiens, pardon. France-Nigéria. Bon, ça n'intéresse que les Parisiens, mais les Parisiens, ça fait beaucoup de monde, ça fait 2 300 000 Oui, habitants. ça fait Et 66 puis ça millions qui sont intéresse pas tous les parisiens. Français quand même, France-Allemagne. France-Allemagne, ça intéresse tous les Français. Enfin bon, écoutez, Merci. moi je souhaite beaucoup que la France gagne.